BDO. 20 ans pour un CEO, c'est beaucoup trop long. Moi, je dis avec humour qu'on devrait avoir une date de péremption. C'est un secteur qui se développe et donc on s'emploie quand même à faire venir des talents. CEO, depuis le début, c'était une évidence. Et pour moi, c'était impensable de ne pas être en lead à un moment donné. Le risque cyber, dont on ne parlait évidemment pas quand moi j'ai démarré, est devenu absolument central. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Momy, le président d'April. Éric est une figure emblématique du monde de l'assurance. Il travaille pour les plus grands courtiers internationaux avant de prendre la direction générale du groupe Verlingue qu'il développera fortement en France et à l'international. En 2019, il devient DG puis président du groupe April lors de sa reprise par CVC Partners. En 2022, il signe un partenariat stratégique avec KKR pour lancer une nouvelle phase de développement d'April. Éric s'est vu décerner le prix de la personnalité de l'année 2022 du secteur de l'assurance. C'est un grand honneur de le recevoir. Bonjour Éric. Bonjour Arnaud. Comme première question, c'est peut-être de partir des origines, d'où tu viens. Alors, moi je suis né dans un endroit où peu de gens vont, parce que c'est vraiment le centre de la France. Je suis né dans l'Indre, entre Châteauroux et Tours, un peu par hasard, tout simplement, parce que moi j'ai une famille qui est originaire du Limousin, et mon père, qui est une famille d'agriculteurs dans la Creuse, donc ça plante le décor quand même, et l'enfant de la famille qu'on va désigner pour faire des études. Donc il va faire une maîtrise de géologie à Clermont-Ferrand, ça s'y prête quand même, parce que c'est un bon endroit pour la géologie. Oui. Et puis quand il sort avec son diplôme à cette époque-là, c'est très facile d'avoir un job. Donc il va devenir ingénieur à la RATP où mon grand-père maternel travaille. Et puis il va se dire que le plus important pour lui, c'est assez intéressant, c'est d'avoir une famille. Il a déjà rencontré ma mère et il va quitter son job à la RATP. Et il va devenir prof, et l'endroit où on va l'envoyer, c'est dans l'Indre, dans une petite ville qui s'appelle Buzancais, ça parle à pas grand monde, et il va y passer sa vie, il y est toujours. Voilà, donc moi je vais naître dans cette espèce d'endroit in the middle of nowhere. Comment en fait tu t'es construit et d'où est-ce qu'on peut mettre un point de départ dans ton histoire ? Ouais, ça c'est une super question. En fait, moi j'ai été élevé dans une famille dans laquelle on avait une admiration absolue pour la réussite, et notamment des entrepreneurs. Alors j'étais côté paternel, les agriculteurs, côté maternel, mon grand-père à la RATP, ma grand-mère qui travaillait à la Samaritaine, donc tu vois, ça s'y prête pas du tout. Mais il y avait vraiment, on encensait le sens de l'effort, et mais vraiment une admiration pour tous les gens qui entreprenaient, qui étaient capables de se dépasser. Donc mon frère et moi, on a baigné dans cet environnement qui avait rien à voir avec l'histoire de la famille, mais qui était vraiment culturellement l'idée que si on se prenait en main, si on entreprenait, on pouvait faire des choses incroyables. L'assurance, on va en parler, ça a été un peu l'histoire de ta vie professionnelle. Pourquoi ? Alors, en fait, quand je termine mon bac, je suis comme beaucoup de gens, je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, et j'ai de la chance, j'ai deux copains qui ont démarré des études de droit. Je les écoute et là je vais me passionner pour le droit. Je vais être vraiment un super étudiant. Si je peux dire que mes années de lycée, j'avais pas été vraiment polar, là je vais devenir polar, et très vite les profs disent il faut que tu ailles faire l'agrégation, etc. Et moi je me dis tout de suite jamais je resterai, je ne serai pas fonctionnaire, j'irai dans le privé, etc. Donc je veux faire avocat d'affaires. Et puis en fait, à la faveur d'une option, en licence, je découvre la matière assurance. Il n'y avait pas grand monde qui voulait suivre ce cours parce que le prof avait un niveau d'exigence extrême. Et moi, je tombe amoureux de la matière. Alors, ça peut faire sourire parce que c'est l'assurance, quand on ne connaît pas, ça ne fait pas forcément rêver. Et je vais mais vraiment aimer cette matière. Et je vais faire 2 troisième cycles après ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise. Je vais faire 2 troisième cycles en assurance. Donc, moi, je fais partie des rares dans cette industrie qui ont choisi d'aller dans l'assurance. Quand tu parles avec les gens, ils disent ils y sont un peu allés par défaut. Généralement, ils y sont très heureux, mais ils n'ont pas fait ce choix. Et moi, je fais ce choix qui est de dire, c'est un mélange de droit, de fiscal,
de choses. Ça a un rapport avec le business, c'est une utilité économique extrême, c'est une utilité sociale. Donc je vais, mais vraiment, si j'emploie une expression un peu triviale, je vais kiffer littéralement l'assurance. Et j'y suis maintenant. J'ai démarré mes études en 88, donc tu vois, ça fait un petit moment, quoi. Hein. Tu avais réellement une ambition à ce moment-là, peut-être fruit de ce que tu disais tout de suite. Tout de suite. Ouais. Ça, je me rappelle même un entretien. Donc, je fais une super formation dans le monde de l'assurance. Donc, en gros, 4 mois avant de démarrer, on a tous un job pour autant qu'on s'y intéresse. Et je vais rencontrer quelqu'un qui me dit comment vous voyez dans 5 ans ou 10 ans. C'est la première fois qu'on me posait la question. Moi, je l'ai posée des tas de fois d'ailleurs après quand j'étais de l'autre côté, que j'étais en train de recruter les gens. Et assez spontanément, je lui dis pas à votre place parce que ça, je trouve que c'est toujours caricatural, etc. Mais je lui dis, moi, je me vois, mais vraiment patron dans le monde du courtage d'assurance parce que c'était pas l'assurance en général qui m'intéressait, c'était le courtage d'assurance où tu es près du business, près des entreprises. Et donc, je lui dis, moi, j'ai une passion absolue. Dans 5-10 ans, je me vois avec des grandes responsabilités, bougeant beaucoup et développant une boîte, quoi. Donc, c'est vraiment mon driver de tout de suite quand je rentre dans ce business, de pas me dire j'y vais pour jouer, mais j'y vais pour faire quelque chose. Ça a vraiment été le déclencheur dès le départ. Tu as fait la différence. Moi, j'ai présenté l'assurance, mais peut-être par erreur. Tu as dit spécifiquement le courtage. Tu peux développer cette idée ? Bien sûr. Le monde de l'assurance, on le présente comme un ensemble monolithique, alors que ça ne l'est pas du tout. Tu as ceux à qui on pense spontanément sont les assureurs, les réassureurs, qui sont vraiment les porteurs de risques. Donc c'est des magnifiques boîtes, je n'ai pas besoin de les citer, on les connaît toutes. Et puis tu as un autre monde qui est le monde des intermédiaires, en l'occurrence des courtiers en assurance. Le courtier, c'est celui qui va représenter l'assuré. En l'occurrence, pour moi, pendant 30 ans, l'assuré, ça a été des entreprises, des grandes entreprises, qui va analyser les besoins de l'entreprise, qui va être capable d'imaginer des solutions d'assurance sur mesure dans lesquelles le transfert du risque est une partie de la solution, mais on travaille sur de la prévention, on travaille sur de la protection, on travaille sur de l'auto-assurance, on essaie d'imaginer des dispositifs qui vont minimiser, on va dire, l'impact fiscal, parce que l'assurance est très taxée. Et une fois qu'on a dessiné ce programme sur mesure pour une entreprise, on va aller chercher auprès des assureurs des gens qui vont accepter de porter le risque. Donc tu es vraiment dans ce rôle d'intermédiaire avec une énorme dimension conseil. Tu bosses avec des juristes, tu bosses avec des fiscalistes, tu bosses avec des ingénieurs, tu es entouré de tous ces gens-là et tu vas placer le risque sur les marchés, souvent internationaux quand il s'agit de grands risques. Tu vas aller chercher des solutions en réassurance. Donc tu es vraiment un architecte et il faut le dire, dans le monde des grands risques, il y a très peu d'entreprises qui travaillent en direct avec les assureurs. Les courtiers ont pris vraiment une place absolument essentielle dans ce dispositif parce qu'ils sont indépendants et que naturellement, si tu mets un assureur en face, à un moment, tu peux avoir un conflit d'intérêts au moment où il s'agit de régler un sinistre. Et le propre des courtiers, c'est qu'eux, ils vont vraiment défendre les intérêts des assurés. Donc, tu es dans le monde du business à fond. Je ne dis pas que les assureurs ne sont pas dans le monde du business, mais ils sont à un autre endroit de la chaîne où ils sont beaucoup moins dans cette architecture que je décris. Ils sont beaucoup plus dans le pilotage financier, le pilotage de leurs résultats. Le courtage, c'est un métier extraordinaire. On va dire, c'est pas capitalistique, hein, ça consomme très peu de fonds propres. C'est de l'intelligence, c'est de la matière grise. Il y a des problèmes d'attractivité ? On a des problèmes d'attractivité réellement. Alors, ça évolue dans le bon sens. Quand moi j'ai démarré, très sincèrement, je vais le dire, c'était quand même assez facile parce qu'il y avait assez peu de diplômés qui étaient attirés. Côté assureur, c'était différent. Tu avais des polytechniciens, tu avais des énarques. Côté courtage, sincèrement, il y avait quelques exceptions, mais c'était pas forcément une grande attractivité. Ceux qui ont vraiment changé la donne, c'est 2 personnes, moi, qui m'ont beaucoup marqué dans mon parcours professionnel. Une personne qui s'appelle Jean-Hervé Lorenzi, qui a été président du Cercle des économistes, fondateur des rencontres économiques d'Aix. Moi, c'est mon mentor professionnel. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Et il avait
Il était à l'époque chez Gras Savoye. Donc moi, dans mon parcours, j'ai été chez Gras Savoye, qui est devenu américain depuis, qui s'appelle maintenant Willis. J'ai eu la chance de travailler avec Jean Hervé. Et en face, on va dire, c'était vraiment les deux concurrents. Il y avait quelqu'un d'assez extraordinaire qui est Philippe Faure. Et tous les deux, ils ont littéralement changé le monde du courtage en France. Ils lui ont donné une vision beaucoup plus macro. C'était un peu, je ne vais pas dire que c'était un peu de la petite cuisine, mais franchement, ça n'avait pas les lettres de noblesse que ça a aujourd'hui. Et eux deux, ils ont changé l'image de ce secteur. C'est vraiment des gens qui ont été marquants dans notre industrie. Et je ne vais pas dire qu'à partir de là, mais un peu quand même, on a vu des profils totalement différents arriver. D'ailleurs, Jean-Hervé Lorenzi, lui, il a carrément monté un Master 2 à Paris-Dauphine autour du monde de l'assurance. L'école que je faisais, qui était à la Sorbonne, est partie aussi à Dauphine. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une situation qui a changé avec une attractivité plus forte. Pour autant, il y a beaucoup de besoins parce que c'est un secteur qui se développe. On a une pyramide des âges que tu peux imaginer qui n'est pas très favorable. Et donc, on s'emploie quand même à faire venir des talents. Tu dis que le secteur se développe. Pourquoi? C'est le monde qui se complexifie. C'est indispensable de travailler avec des courtiers aujourd'hui quand on est un assureur. Alors, d'abord, première partie, c'est le monde qui se complexifie. C'est-à-dire que tu as des risques de plus en plus complexes, de plus en plus systémiques. Il a échappé à personne que le risque cyber, dont on parlait évidemment pas quand moi j'ai démarré dans le monde de l'assurance, c'est devenu absolument central. D'ailleurs, les scénarios qui sont posés par les grands réassureurs, les assureurs mondiaux, les grands courtiers mondiaux disent que le risque le plus, on va dire, en termes d'intensité, qui pourrait avoir un impact le plus fort au niveau mondial, c'est le risque cyber. Donc, tu vois ce monde qui évolue extrêmement vite, des enjeux financiers absolument critiques, et puis des questions d'aversion au risque aussi. On parlait du private equity, on parlait d'une forme de financiarisation de l'économie, et qui n'est pas du tout, pour moi, négative. Quand je dis ça, on a des visions beaucoup plus rationnelles sur l'économie. Et quand tu commences à avoir des visions rationnelles sur l'économie, la question de la protection de tes actifs et de tes investissements devient encore plus critique, encore plus importante. Donc, quand on regarde à 30 ans, dans les industries qui ont vraiment un avenir, on va dire, florissant, avec des CAGR importants, on a l'industrie du luxe, bien sûr, et puis on a l'industrie de l'assurance. Donc nous, on va le dire, on surfe sur cette vague, et les courtiers en particulier, puisque objectivement, aujourd'hui, ils ont gagné la bataille du conseil. Les intermédiaires, aujourd'hui, sont capables d'apporter des expertises que les assureurs non plus. Ils sont très spécialisés par niche. Là où il y a vraiment de l'expertise, c'est un cran au-dessus au niveau de la réassurance. C'est très, très impressionnant. Là où on a vraiment, c'est la science du risque à proprement parler. Mais chez les courtiers, il y a une agilité, une capacité à anticiper les nouveaux risques qui est incroyable. Si on en revient à toi et donc au moment où tu as vraiment pris ces fonctions de direction générale, donc c'est chez Berlingue, le switch entre pas CEO, CEO. Comment est-ce que tu l'as vécu? Enfin, dans quel état d'esprit t'étais quelles difficultés en fait t'as rencontrées à ce moment-là? C'est des super questions. Alors comment je les rencontre, ça c'est très drôle. En fait, à l'époque, je suis chez Gras Savoye, je suis dans une boîte absolument incroyable qui domine le marché, qui est vraiment en grand succès. Et il va se passer un événement dans ma vie. J'ai un premier enfant qui arrive. Et tu vas voir, tu as compris que la famille, c'était essentiel. Ça l'a été pour mon père. Je dis mon père parce que ma mère est décédée très jeune, donc mon père nous a élevés. Et moi, en fait, tu sais, tu as des choses comme ça que tu portes dans ton héritage. Et moi, j'avais mon premier qui venait de naître, mon aîné, et je passais ma vie dans le monde entier. C'était une époque, je devais consommer un passeport tous les 18 mois. Je faisais vraiment le tour du monde, je faisais du business partout. Et je me dis, il est arrivé. Et, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr de le voir grandir. Et à ce moment-là,
tu vas voir, c'est pas très rationnel ce que je vais dire. Je me dis, il faut que je fasse autre chose. Je vais monter ma boîte. Ce qui était juste, j'en souris maintenant parce que dans le genre tout repos, monter sa boîte, c'était pas forcément la meilleure idée. Et je vais rencontrer un entrepreneur qui est basé en Bretagne. Ça s'invente pas, à Quimper. Et je vais lui dire, avec 2 autres personnes avec qui on discute, qui veulent on veut monter la boîte ensemble, on va lui dire, vous n'avez pas de bureau à Paris, on vous propose un truc, on s'associe, etc. Bon, le type malin, il discute avec nous et finalement, il ne donne pas suite. Mais il me dit, j'aimerais qu'on se parle. Et il me propose de venir diriger sa boîte à Quimper. Quimper. Alors, moi, j'en ris parce que je fais à l'époque, on va dire mes aéroports, c'est pas l'aéroport de Quimper, quoi. C'est Sydney, c'est Singapour, c'est New York, c'est Santiago du Chili, mais en aucune manière Quimper. Donc je lui réponds pas, et puis il me rappelle quelques jours après, il dit je suis assez déçu, etc. Et il a un côté séducteur, il me dit écoutez, ça serait vraiment bien que vous veniez, il y a un week-end de 3 jours, et je débarque là-bas au mois de mai, à l'aéroport à Quimper. Et comment dire, quand on commence à annoncer qu'on va atterrir, c'est un samedi, je regarde en bas, je vois que des champs. Alors bon, évidemment, ma famille est originaire du Limousin, mais quand moi j'imaginais bouger, c'était plutôt Londres ou New York. Et là, je me dis, oh là, ça va pas le faire. Et là, c'est l'histoire improbable, puisque je vais y passer 20 ans. Et en fait, je vais tomber amoureux de 2 choses, de la région. Moi, à l'époque, je vais passer mes vacances de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est-à-dire que Quimper, je passe dessus en avion et je vais en Nouvelle-Angleterre, Cape Cod, Nantucket, Martha's Vineyard, etc. Et là, je découvre qu'il y a la même chose à 500 km de Paris. Et puis surtout, je découvre en face de moi un vrai entrepreneur qui rêve plus grand que sa boîte. À l'époque, il y a 125 personnes, c'est un petit courtier. Je suis chez Gras Savoye, il y a 2000 personnes. Et puis surtout, je ne sais pas pourquoi il me fait rencontrer son DSI. Et moi, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est SI, tout ce qui est technologie, en pensant que dans l'industrie et services, ça changeait la donne. Et dans cette industrie qui est totalement en retard là-dessus, je vois quelqu'un qui a des fondamentaux incroyables. Et là, je me dis, c'est une boîte d'entrepreneurs. Ils ont un asset incroyable dont ils n'ont pas conscience de la valeur, en l'occurrence leur IT. Et du coup, je vais dealer et je vais devenir, en disant je rentre, je deviens actionnaire. Très vite, il va me dire je t'ai choisi pour être CEO. Et là, je vais passer 20 années incroyables. Alors, CEO, pas CEO, pour moi, CEO, depuis le début, c'était une évidence. Quand je disais mon entretien, je suis encore étudiant et on me pose la question de comment tu te vois. J'ai pas mis le mot CEO, mais je le pensais très fort. Ouais. Et pour moi, c'était une évidence. J'ai un caractère très, très entreprenant. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace, qui a besoin d'impacter. Et pour moi, c'était impensable de ne pas être en lead à un moment donné. Donc c'était quelque part, c'est même pas l'aboutissement, c'était dans mon évolution normale, parce qu'un aboutissement, ça y est, moi je me suis pas dit, le jour où je suis devenu CEO, je me suis pas dit, ouais, j'ai le Graal. Je me suis dit, c'est le début d'un nouveau chapitre. Cette entreprise, tu l'as amenée où ? Alors je l'ai amenée où ? C'est génial. Je suis arrivé, c'était une boîte avec des très beaux fondamentaux, hein, j'insiste là-dessus, et qui était un courtier régional à l'époque basé dans l'ouest de la France, un peu en Alsace, avec le rachat d'une boîte amie qui faisait partie du même réseau, et puis une toute petite entité à Paris. Donc moi, j'en ai fait... aujourd'hui, on dit plateforme, alors j'ai employé ce mot-là, c'est assez marrant. En fait, la boîte, quand je la regardais, il y avait plein de fondamentaux solides, mais il n'y avait pas vraiment un business model. Donc moi, la première chose que j'ai faite, c'est d'en faire une boîte avec un business model qui permettait de faire grandir l'entreprise, de la rendre scalable. Ça a été le premier acte. J'ai fait rentrer les nouvelles technologies tout de suite. On est au début des années 2000, personne n'en parle. Et moi, j'avais un néologisme. Je dis, on va webiser l'entreprise et on va webiser l'industrie. Donc, on est dans le monde du service à nos clients. On avait des grandes activités, par exemple, en matière de protection sociale, en matière de santé, de prévoyance, où tu touches des milliers de salariés. Donc on a littéralement rendu la vie facile pour les assurés finaux, les DRH. On avait
une activité pour les flottes automobiles. On a été les premiers à imaginer qu'on pouvait émettre une carte verte online. Enfin, des choses très simples en fin de compte. Donc, une plateforme très solide avec un modèle, de la technologie tout de suite. Et à partir de là, j'ai dit ce qu'on sait faire, on va commencer à le faire dans plusieurs régions en France. Donc, on est devenu un courtier régional, un courtier national. Et puis ensuite, on s'est dit finalement, nos savoir-faire, on est vraiment dans les soft synergies, on doit être capable de les exporter. Donc on est devenu européen. Et puis ce qui est très beau, c'est que le jour où tu pars, ça continue. Sinon, il y a un petit problème. 20 ans de bonheur, mais mon vrai bonheur, c'est quand même c'est plus de travailler avec des actionnaires professionnels du private equity qu'avavec une famille. C'est pas très politiquement correct ce que je vais dire. Mais j'allais te demander pourquoi tu l'as quitté en fait. Alors, avant de parler de l'histoire je l'ai quitté après, pour plein de raisons. Première chose, 20 ans pour un CEO, c'est beaucoup trop long. Moi, je dis avec humour qu'on devrait avoir une date de péremption chez les CEO. Alors, tu la fixes à combien? Alors, comme ça fait déjà 5 ans que je suis chez April, je vais rester prudent, mais 10 ans. 10 ans, et après, moi, chez April, je pourrais devenir non exécutif, etc. Je pense que l'énergie que tu peux apporter à une boîte, moi, j'ai eu la chance d'avoir presque beaucoup plus d'ambition que mes actionnaires, donc d'être drivé par l'espèce de vista, les équipes autour de moi. Donc j'ai jamais, j'ai continué à pousser jusqu'au bout, mais 20 ans, c'est trop long. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que moi, je suis très famille. On avait 6 enfants, on a une famille recomposée, mais on les a élevés. Ils commençaient à quitter le nid. Quimper, pour être vraiment direct, c'est sympa pour élever une famille, mais bon, il était temps de partir quand même. Et puis l'envie d'entreprendre, en fait, j'étais devant un choix qui était de dire, soit je finissais ma vie là, et je faisais le bridge entre la 3e et la 4e génération, soit je retournais entreprendre. De ce que je comprends, dans ton état d'esprit, un dirigeant qui ne crée pas forcément sa boîte peut être entrepreneur. Alors, j'aurais même dire, chez Verlingue, j'ai été entrepreneur. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai vécu avec de la dette sur les épaules, et pas un peu de dette, beaucoup de dette, puisque la famille avait prévu de me faire rentrer comme actionnaire. Moi, je m'étais battu. J'emploie le terme battu parce que c'était pas une évidence pour la famille, pour que l'actionnariat soit ouvert aux gens qui créent de la valeur autour de moi. Et moi, j'ai toujours investi beaucoup d'argent. J'ai fait plein de deals avec eux. J'avais vraiment de la dette sur les épaules. Donc, j'étais entrepreneur. J'étais déjà, on va dire, un animal hybride. Quand je dis entreprendre, c'était entreprendre en dehors d'un monde dans lequel j'étais depuis 20 ans, où mine de rien, même si, je te l'ai dit, tu te bouges, tu te remets en question, tu es quand même dans ta zone de confort. Donc moi, c'était un peu... Je vais prendre une image qui va te parler, Arnaud, parce que j'ai cru comprendre qu'on avait une passion commune pour l'alpinisme. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu April, je me suis dit, c'est mon Everest professionnel. Et vraiment, je sors de ma zone de confort. D'ailleurs, ça a été un choc, parce que c'est resté totalement confidentiel pour tous les gens que je connaissais, qui se sont dit, mais pourquoi tu quittes une boîte dans laquelle tu es actionnaire, et pourquoi tu vas dans une entreprise qui est dans l'assurance, dans le courtage. Il y a des mondes totalement différents. Donc moi, je venais du monde de l'entreprise, je vais dans le mass market. Mais en fait, c'est très marrant parce que la réaction des gens autour de moi, elle m'a surpris. Parce que moi, je ne me suis jamais posé la question. Parce que depuis le départ, entreprendre, c'est prendre des risques. Comme en alpinisme. Calculer, tu sais que tu as un moment des papillons dans le ventre. Tu sais que tu vas devoir te transcender pour passer des choses. Mais tu sais que tu n'es pas en train de jouer avec ta vie, et encore moins quand il s'agit d'un business. Donc cette envie d'entreprendre, c'était entreprendre en dehors de ce dans quoi j'avais déjà entrepris, pour être clair. Et April, le truc extraordinaire, c'est que c'est une boîte qui est née en 88, l'année où moi je démarre mes études d'assurance, avec laquelle j'ai vécu. C'était pas une ombre portée, parce qu'elle était dans un univers assez différent du mien, mais j'ai vécu avec cette entreprise extraordinaire qui était le fondateur Bruno Rousset, une des icônes de notre industrie, il n'y a pas d'autre mot, qui a fait une boîte absolument incroyable. Et je l'avais vu grandir. Et les 10 dernières années, je l'avais vu s'éloigner de ses bases. Et comme moi, je suis passionné par notre écosystème, je regardais ça en me disant, je pense qu'ils ne créent plus beaucoup de valeur, ils en détruisent. Et d'ailleurs, j'avais raison, puisque 10 ans avant, elle valait 2 milliards en bourse. Et 10 ans après, CVC, extraordinaire acheteur, elle achète 900 millions d'euros. Si on parle d'April, quel est ton projet pour April? Où est-ce que tu veux l'emmener tu peux nous en parler, mais aujourd'hui, voilà. Tu veux dire, après le premier round? Ouais. On va faire simple. Quand je suis arrivé,
April, ça faisait 1 milliard d'euros. Je l'ai ramené à 450 millions. On a vendu des boîtes à tour de bras. Quand KKR rentre, on fait 590 millions d'euros. Et l'objectif, là, on en a fait 630 en 23. Sur une base annuelle, on va être à 850 cette année, notamment parce que donc l'objectif, c'est d'aller au-dessus du milliard. Je vais répondre à ta question. Avec un mix de croissance organique. Donc, on vise une croissance organique à 8%, ce qui, dans notre industrie, et c'est un challenge. Hein. On n'est pas une petite boîte. On commence à être un acteur d'envergure. Et puis, on a décidé d'actionner un deuxième levier avec une ambition très claire, qui est le levier de la croissance externe, de dire on veut devenir un champion français d'envergure mondiale dans le business dans lequel on opère, qui est celui du mass market. April, ses clients, à 80%, c'est des particuliers pour qui on fait de la santé, de la prévoyance, de l'emprunteur, du deux roues, de la plaisance, de la santé internationale pour les communautés d'expatriés dans le monde entier, de l'épargne maintenant, parce qu'on vient de faire une super opération en se rapprochant d'une des plus belles boîtes en matière de gestion de patrimoine en France. Et moi, mon ambition, mon rêve, et c'est génial quand tu vois d'où je viens, c'est de me dire que l'entreprise à la tête de laquelle je me trouve aujourd'hui, on va la perpétuer dans la durée et on va éviter cette espèce de malédiction qui a pesé sur toutes les boîtes françaises, c'est de finir par se faire racheter par des grands Américains. Et j'adore les Américains, je suis admiratif de ce qu'ils font dans notre secteur, mais mon rêve, moi, il est ailleurs. C'est de faire qu'April, dans 20 ans, soit une entreprise qui brille au niveau mondial, quoi. C'est ton dernier défi? Alors en fait, je me connais trop. Donc tout à l'heure, j'ai répondu à la question avec une énorme authenticité sur la date de péremption. Et j'apprécie beaucoup la franchise. Voilà. Moyennant quoi, tu as remarqué que les yaourts, on peut continuer. Parfois, ils peuvent être pas mal à la date de péremption. Donc je me dis que c'est peut-être aussi bon pour moi. Donc non, c'est pas mon dernier défi. En fait, moi, je raisonne pas comme ça. Alors déjà, te dire que... Parce que dernier défi, ça veut dire que tu es arrivé au bout de quelque chose. Donc déjà, le chapitre qu'on est en train d'écrire sur April, c'est des défis multiples. Là, je t'ai parlé du plan 2027. Après le plan 2027, il y aura un plan 2030. Et puis, il y aura encore un plan derrière. Donc on voit vraiment qu'on est dans un terrain de jeu dans lequel tout est à faire. J'adore ce monde. J'en ai découvert plein de facettes. J'ai bossé dans le risque d'entreprise, dans le mass market. Je bosse avec des courtiers de proximité qui sont des entrepreneurs. Je vois les mêmes phénomènes à l'échelle mondiale. Là, en ce moment, je passe ma vie en Amérique du Nord, en Asie, dans le Middle East. On commence à regarder l'Amérique du Sud quand je te dis qu'on veut vraiment internationaliser l'entreprise. Et je vois ce terrain de jeu absolument fascinant. Et je me dis qu'à chaque fois, quelque part, même si c'est sous April, c'est quand même des histoires différentes à écrire. Le jour où on va racheter aux États-Unis, qui est le plus gros marché mondial pour nous, ça va être, je pense, le plus grand défi auquel j'aurais été confronté dans ma vie professionnelle, parce que le marché américain, c'est un marché dans lequel les Européens, on ne peut pas dire qu'ils aient été en succès jusque-là. Pour autant, je pense qu'April est en train de se préparer à ça, et ça va être un défi extraordinaire. Alors je te rassure, hein, on ne pense pas à ça le matin, le midi et le soir. On a tellement de choses à faire que ça fera partie de la trajectoire à un moment donné. Et tu vois, je trouve, et je ne l'ai pas forcément abordé avec les autres invités sur effectivement à quel moment est-ce qu'un dirigeant doit passer la main. Est-ce que tu as la même énergie? Est-ce que tu as le même défi? Effectivement, je pense que c'est des questions qui ne doivent pas être évidentes aujourd'hui, enfin moi pas particulièrement, mais je pense que c'est une vraie question de fond sur la personnalité d'un dirigeant et sur la fonction d'un dirigeant. À quel moment est-ce que effectivement tu arrêtes et tu te lances dans autre chose? Ouais, je trouve que tu poses très bien le sujet. Moi, j'ai identifié mon successeur. Je l'ai même dit à mes actionnaires. Moi, j'ai été dans le management du risque pendant très longtemps, donc le plan de succession d'un dirigeant, ça me paraît absolument critique. Donc en parler, ça me paraît même mon devoir. Et c'est super ce que tu as dit, parce que fondamentalement, la raison pour laquelle j'ai identifié mon successeur et que je suis en train de le préparer à me succéder un jour, c'est parce que quand je regarde son énergie et son talent, je me dis que c'est mieux que ce que moi je peux offrir à la boîte. Et aujourd'hui... C'est une sacrée prise de recul. Ouais, mais c'est la vérité. Je les regarde, parce qu'il n'est pas tout seul. J'ai une équipe dirigeante, Ligue des Champions. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais bossé avec des gens aussi forts autour de moi. De manière générale, April est une entreprise incroyable en termes de management, en termes d'engagement des personnes. Donc,
moi, j'apporte ce que je sais apporter à cette boîte. Je sais faire bosser les gens ensemble, sans politique. Ça, c'est mon marqueur depuis toujours. Parce que tu sais, les gens qui se battent et qui mettent pas toute leur énergie dans l'entreprise, si on devait factoriser ce que ça a coûté aux boîtes, c'est dramatique. Ça n'est jamais arrivé autour de moi. Je pense que c'est un de mes premiers talents. Je vois des choses que les gens ne voient pas dans notre métier. Je baigne là-dedans, tu vois. C'est vraiment mon monde. Voilà, j'ai beaucoup orienté la stratégie avec CVC au moment où je suis arrivé, avec des ruptures qui n'étaient pas du tout évidentes pour eux. Voilà, je suis arrivé avec autour de moi des gens du digital, de l'IT, quand ça leur paraissait pas forcément aussi critique. Donc moi, j'ai cette capacité à faire bosser les gens ensemble, à voir les grands sujets qui arrivent. Et quand je regarde April, le niveau d'ambition qu'on a, moi, je me dis, non, évidemment, je suis capable de monter en haut de l'Everest, mais la question, c'est de savoir si dans ta cordée, tu n'en as pas un qui est encore meilleur. Et moi, j'ai toujours dit ça, d'ailleurs, ça faisait rire KKR quand ils disent « Mais c'est incroyable que tu nous parles de ton plan de succession ». Le jour où je partirai, c'est parce que j'aurais décidé de partir, parce que j'estimerais qu'il y a meilleur que moi pour diriger la boîte. L'entreprise, l'organisation, elle est plus importante que les personnes, en l'occurrence que moi. Et si je pensais l'inverse, je tomberais dans cette espèce de cynisme qui consiste à dire que tu dois absolument exister à la tête d'une boîte. Alors, je ne suis pas en train de te dire que là, il faut que je m'arrête. Hein, j'ai une énergie de dingue. Mais une succession, ça se prépare. Et les successions, quand on les anticipe, ça donne des résultats absolument top. Et comme j'ai l'intention de rester non exécutif, mais un non exécutif non passif, ma date de péremption chez April, alors là, celle-là, on peut la compter au moins d'une décennie, tu vois. Donc ça laisse un peu de temps, je vais avoir 58 ans. Donc je te parlais de Diosiassi tout à l'heure. C'est mes amis, les gens de Diosiassi. Il y a un dirigeant qui s'appelle Pierre Donnersberg, que j'adore, Pierre, il va avoir 77 ans. Et quand je le regarde, je lui dis... avec beaucoup d'affection, je me dis, c'est un ado, quoi. Il a vraiment pas l'âge de ses artères. Bon, moi, je suis pareil. C'est l'avantage d'avoir des enfants jeunes, tu vois. Tu vois, sur le côté combattant, ça te donne une image un peu cow-boy quand même dans le marché. Enfin, tu vois, est-ce que c'est pour l'image extérieure? Est-ce que c'est pour se réaliser? Est-ce que c'est pour impacter la vie des gens? Enfin, c'est une super question. C'est une super question. Alors, le point commun qu'on a, c'est le sport. Alors, moi, je suis admiratif de ce que tu fais. J'ai fait beaucoup de montagnes, mais... quand je t'entends avec tes défis sur les ultra-trails, respect total. Moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'étais arrêté par un problème de genou. J'ai fait du vélo à un bon niveau. Et j'ai découvert ce que c'était que la souffrance, se réaliser, etc. Donc, je reviens sur le sujet de est-ce que c'est un truc de cow-boy? Non. C'est un truc de vouloir faire grandir une entreprise. D'abord, une entreprise qui ne grandit pas, je vais éviter le lieu commun. Enfin, je ne vois pas comment elle peut s'écrire un avenir. Et puis, moi, je vais parler des salariés. Les salariés, ils ont tous compris que ce qui guérit tous les maux, c'est la croissance, c'est la performance d'une boîte. Donc, moi, quand je fais ça, j'ai toujours fait en pensant au corps social de l'entreprise. En plus, nous, on vient de faire une chose qui me tenait énormément à cœur. Tu sais que je m'étais battu à l'époque pour ouvrir le capital aux gens qui étaient autour de moi. Nous, on vient d'ouvrir le capital aux salariés d'April. Donc, ton corps social, l'entreprise, ceux qui la font vraiment tourner, c'est clair que s'ils sont dans une boîte qui est en conquête, c'est quand même que du bonheur. Il y a 5 ans, April se fait racheter par CVC. Il se trouve qu'à la tête de la boîte, il y a des entrepreneurs qui veulent poursuivre l'aventure. Ça aurait pu être une autre histoire. Hein. Ça aurait pu être des gens qui remettent la boîte au carré et puis elle est vendue à un industriel derrière. Donc moi, je vais répondre à ta question en disant cow-boy en aucune manière. Je pense que, comme toi, Arnaud, je suis passionné par l'entreprise et je pense que si tu n'es pas dans des logiques de défi, toutes les boîtes qui ont oublié, dont les patrons ne se sont pas mis dans des logiques de défi, de croissance, et ça ne veut pas dire tous azimuts, ça c'est cow-boy. Mais quand tu as quelque chose de construit, ce qui est le cas chez April, on fait thumbs down sur 9 opérations de croissance externe sur 10 que l'on voit, parce qu'on n'est pas du tout en train de faire une course au chiffre d'affaires. On est en train de construire une entreprise solide qui va devenir mondiale et qui a vocation à se perpétuer. Donc moi, le mot cow-boy, je l'enlève. En revanche, je vais reprendre ton analogie du sport. Je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à une entreprise,
c'est d'avoir des dirigeants qui ont une âme de sportif. On sort des Jeux Olympiques. Moi, je suis fasciné, tu l'as compris, par la résilience. J'en parlais tout à l'heure avec l'éducation que j'ai reçue, l'admiration des gens qui sont capables de dépasser des situations critiques qui n'ont rien à voir avec celles du monde de l'entreprise. Je suis fasciné par la capacité des gens, quand ils chutent, tu vois, ces athlètes, de repartir et d'être toujours en conquête. Nous, on a eu la chance, on a sponsorisé 3 athlètes féminines des Jeux Olympiques. Il y en a une, malheureusement, elle est tombée en VTT, elle était 3e. Et puis, il y en a une autre, c'est la sabreuse, Manon Apiti-Brunet, qui a gagné l'or. Et puis, une judokate, Sarah Léonie Sizik, qui a gagné le bronze en individuel et l'or avec Teddy Riner. On a eu la chance de les avoir, de leur parler, c'est un vrai bonheur. Elles ne parlent que du futur. Elles sont toujours sur leur nuage, parce qu'elles viennent de vivre un truc extraordinaire, mais elles parlent que du futur. Et moi, quand je les regarde, mais c'est comme dans le monde de l'entreprise. Nous, on a fait un LBO où tout le monde nous a dit c'est extraordinaire, etc. Nous, jamais, à part quand on nous interviewe, on dit ouais, c'est vrai, on a fait des trucs pas mal, le premier LBO avec CVC. Mais nous, à la seconde à laquelle on avait fait ça, on était dans le coup d'après. Un CEO, c'est quelqu'un qui est dans le coup d'après. Moi, j'ai tendance à dire que, voilà, moi, typiquement, j'ai plus de séparation vie pro, vie perso, quoi. Ma vie pro, enfin, je suis CEO de BDO 24/24 et finalement, il n'y a plus de séparation. Comment tu le vis, toi ? T'as quel point de vue là-dessus ? Je pense que quand tu aimes ton entreprise, il y a plus de séparation. La question, c'est qu'il faut quand même qu'il te reste de l'espace. C'est la seule nuance. L'espace, moi, j'ai réussi à m'en réserver. Tu as parlé de YPO, qui est un espace extraordinaire. Tu es membre de YPO, Arnaud. On l'a découvert en préparant cette émission. Comme moi, je suis membre de YPO depuis 15 ans, qui est une communauté de chefs d'entreprise absolument extraordinaire, qui est toujours, pour moi, parenthèse enchantée, ça fait un peu oui-oui à la plage. C'est un endroit extraordinaire pour se développer, pour se réaliser, pour échanger avec ses pairs. Donc ça, pour moi, ça a toujours été un espace. J'y suis extrêmement présent. Je l'ai été un peu moins, paradoxalement, dans la phase où notamment, j'ai été en plongée profonde quand je suis arrivé chez April. Là, je m'étais mis un peu step back sur YPO. Mais c'est vraiment un espace nécessaire. La famille, c'est extrêmement simple. Moi, mes enfants, ma famille, ils vivent au milieu des histoires, des boîtes que j'ai dirigées. Mais comme c'est que des histoires sympas, parce que voilà, c'est sûr que si tu rentres chez toi en disant « c'est dur, on en bave, etc. », tu vas pas donner vraiment envie aux gens qui sont autour de toi de t'entendre parler de la boîte. Moi, c'est des histoires heureuses, c'est des rencontres. Absolument. Et de toute façon, les CEO avec qui je parle, généralement, ils parlent un peu de l'équilibre, mais juste pour se poser une espèce de question en disant « Ouais, chez YPO, c'est un sujet récurrent, mais à la fin de la journée, quand tu commences à traiter le thème avec tout le monde t'explique qu'il est super heureux en train de gérer sa famille, sa boîte, ses amis, le sport, etc. Et à la fin de la journée, c'est quand même juste le pied de pouvoir faire plein de choses en même temps. Quel bonheur. Écoute, je pense que c'est la phrase parfaite pour en rester là. Et effectivement, je partage complètement. Je pense que même si effectivement, de l'extérieur, on peut avoir des vies de dingue et que parfois on peut même s'en plaindre nous-mêmes, je pense que finalement on aime bien ce qu'on fait et c'est la raison pour laquelle on continue. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ta franchise, la transparence. Enfin, j'ai trouvé l'échange très inspirant. Bravo pour tout ton parcours. Bonne chance pour April. Voilà, je te souhaite le meilleur et d'accomplir ce pourquoi tu es venu. Et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Eric. Un immense merci, Arnaud. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.